Saint-Laurent est un arrondissement riche sur le plan ethnoculturel, alors que 81% de sa population est issue de première ou de deuxième génération d'immigration. On y retrouve également une forte proportion de familles, dont une large part provient de l'immigration, mais reste que des défis de taille demeurent sur le territoire de Saint-Laurent, alors qu'on y retrouve une pauvreté diffuse. Également, on constate une précarité à l'emploi, une sous-scolarisation ainsi qu'un nombre élevé de logements nécessitant des réparations majeures. La pandémie n'aide pas à améliorer la situation dans Saint-Laurent, sur lequel nous jetons un regard dans cette série de vos nouvelles en bref en temps de pandémie. Et justement, dans ce premier épisode, on s'intéresse tout particulièrement à la question de l'immigration sur le territoire, alors que l'on discute avec Jocelyn Chouinard, le directeur adjoint au CARI. Bonjour, Monsieur Chouinard. Bonjour. En commençant, donc, le CARI Saint-Laurent, c'est le Centre d'accueil et de référence sociale et économique pour immigrants. Quelle est votre mission? En fait, le Centre d'accueil le CARI Saint-Laurent a été formé en 1989. En fait, notre mission principale, c'est l'accueil, l'aide et l'accompagnement pour les personnes immigrantes dans toutes leurs démarches, que ce soit au niveau de l'installation, de l'établissement ou d'adaptation par rapport à leur intégration au niveau social, professionnel et même au niveau économique et personnel. Oui. Donc, on adapte nos services aux besoins de nos usagers ainsi qu'à leur vécu et aussi à celui de la société d'accueil. Et là, c'est quand même assez impressionnant dans l'arrondissement Saint-Laurent. C'est quand même une personne sur deux qui est issue de l'immigration et aussi 13% qui sont de nouveaux arrivants. Donc, il faut dire que le CARI Saint-Laurent, vous jouez un rôle majeur dans l'arrondissement. Quelles sont vos activités et services que vous offrez donc en temps normal? Oui, mais enfin, on a 6 principaux services et départements. Le premier, c'est au niveau de l'accueil et de l'intégration. Donc, c'est beaucoup des interventions individuelles qu'on fait auprès des personnes immigrantes pour les aider dans l'ensemble de leur démarche. On a aussi des séances d'information qui sont données, ainsi que des cliniques, que ce soit au niveau juridique, au niveau de la déclaration de revenus aussi pendant la période des impôts. Oui. On a aussi un service jeunesse, donc qui offre un service de la garderie pour les tout petits de 6 mois à 5 ans. On offre aussi des camps d'été, à la fois pendant, des camps d'été, des camps de la relâche. On offre aussi des activités pour les parents, que ce soit de l'accompagnement, des ateliers parents-enfants ou des ateliers même juste pour les parents, de discussion et d'échange et d'entraide. Et on a aussi cette année un service dans les écoles secondaires de Saint-Laurent. Donc, c'est l'école secondaire Saint-Laurent et l'école secondaire Pierre-Laporte. Donc, c'est un service d'intervenants communautaires scolaires interculturels, donc pour aider les familles immigrantes à s'intégrer au niveau scolaire. Ça, c'est pour notre premier département qui est famille et rapprochement interculturel. On a aussi un département de francisation où on offre des cours de français, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, de jour et de soir, donc pour permettre aux personnes immigrantes de mieux apprendre le français et de connaître, en fait, et de mieux découvrir la langue commune au niveau du Québec. On a aussi un département d'emploi. Donc, le but est vraiment de favoriser l'employabilité des personnes immigrantes. Encore là, c'est par des interventions individuelles beaucoup, donc du counseling, de l'accompagnement dans les démarches de recherche d'emploi, mais aussi des activités collectives, que ce soit au niveau des ateliers de recherche d'emploi, des séances de perfectionnement spécialisées en fonction de certaines thématiques, même du jumelage professionnel. Et on a aussi des rencontres avec les employeurs qui permettent justement de faire un peu de réseautage pour les personnes immigrantes. Puis finalement, on a un département d'éducation, en fait, qui s'appelle formation et bénévolat, où le but est justement d'offrir des formations qui sont en lien avec la démarche d'intégration des personnes immigrantes. Donc, ça peut être au niveau linguistique, donc pour la conversation en français, mais aussi on offre des cours d'anglais pour les personnes qui sont déjà francisées, donc des cours d'anglais ou de conversation en anglais pour les aider dans leur démarche, notamment d'employabilité. On a aussi des cours d'informatique et des cours sur la citoyenneté qui permettent justement de mieux comprendre le Québec et aussi de mieux s'intégrer au niveau de la société d'accueil. On a aussi 3 parcours qui sont offerts par rapport à l'intégration. Donc, c'est un parcours de participation citoyenne pour encourager justement les personnes immigrantes à mieux participer au niveau de la société d'accueil, au niveau des institutions gouvernementales et même aussi au niveau des institutions publiques et communautaires qui existent. Il y a aussi tout un volet d'éco-responsabilité, donc d'éco-citoyenneté. Donc, lié à justement tout ce qui est le développement durable et l'intégration des démarches environnementales qui sont connues au niveau du Québec. Et finalement, on a aussi un parcours plus culturel, donc pour la découvrir, s'intégrer en mode culture, donc par rapport à différents aspects culturels au niveau du Québec. Puis finalement, on a un service spécialisé pour les femmes qui s'appelle Femmes du Monde, où on offre en fait des services qui
qui sont surtout pour éviter l'isolement des familles migrantes, leur permettre de s'intégrer à leur rythme et selon leurs besoins. Donc, ça peut être des activités collectives sous la forme d'activités d'artisanat, de cuisine ou de couture. Il y a aussi des activités de pré-employabilité, donc où on fait justement l'exploration de ces compétences d'un portfolio, donc voir quelles sont les démarches de formation ou d'emploi qui sont intéressantes pour ces femmes-là, mais aussi beaucoup du support et du soutien individuel selon les besoins de nos usagers. Donc, vraiment, un centre de ressources pour les immigrants. Vous touchez un peu à tout, puis vous êtes vraiment là donc pour les aider dans leur processus d'intégration qui n'est pas toujours facile, encore moins en temps de pandémie. Alors, j'ai envie de vous demander, vous qui êtes directement donc avec la population immigrante dans Saint-Laurent, comment ça s'est passé les derniers mois? Comment ça se passe pour les immigrants? C'est quoi les défis que la pandémie leur amène plus spécifiquement? Mais en fait, c'est certain que nous, on reçoit beaucoup des personnes qui sont plus vulnérables, donc qui sont plus dans des situations défavorisées. Donc, c'est des gens qui ont été quand même assez touchés par le contexte de la COVID au niveau de la pandémie et des mesures qui ont été mises en place. Vous l'avez mentionné, il y a beaucoup de familles migrantes à Saint-Laurent, mais il y a aussi en fait, une particularité, c'est qu'on a beaucoup de logements qui sont relativement petits et surpeuplés parce que les familles immigrantes sont quand même assez nombreuses. Ouais. Donc, ça entraîne aussi une pression au niveau du stress familial qui sont vécus par nos usagers. Donc, c'est certain que le contexte de confinement dans ces conditions-là, surtout aussi un problème d'insalubrité dans plusieurs logements. Donc, ça amenait beaucoup de stress au niveau des familles ou au niveau de la gestion du quotidien, comme ça a été le cas pour beaucoup de familles québécoises, mais c'est certain qu'en situation de défavorisation et de vulnérabilité, ça augmente aussi les enjeux liés à ça. Il y a eu aussi beaucoup, au niveau de la perte d'emploi, comme je disais, c'est des gens qui sont souvent plus vulnérables dans des contextes économiques moins favorables aussi. Donc, au niveau de la perte d'emploi, ça a été quand même important. Donc, ça a eu des répercussions au niveau de nos usagers. C'est quelque chose qu'on a senti au niveau aussi du dépannage alimentaire. C'est-à-dire que il y a eu des grandes demandes. Encore là, c'est commun au niveau de la population québécoise, mais particulièrement auprès de nos usagers aussi pour les banques alimentaires, les services justement pour le dépannage alimentaire par rapport à la situation qui a été vécue au niveau de la COVID-19 notamment. Et Donc, c'est des ressources vers lesquelles on pouvait orienter les gens, justement les accompagner dans leur démarche. C'est certain que la barrière linguistique aussi qui était un enjeu. Donc, on a repris justement nos interventions de façon continue pour offrir un service prioritaire au niveau de vraiment la gestion des urgences et des besoins de nos usagers pour les accompagner dans l'ensemble de leur démarche en lien direct avec la pandémie ou dans l'ensemble de leur démarche d'intégration aussi. Et là, justement, de votre côté, donc au CARI plus spécifiquement, il y a beaucoup de vos activités qui se font normalement en présentiel. Comment vous été en mesure d'adapter vos services à la situation actuelle et comment ça fonctionne à l'heure actuelle? Je dirais qu'on s'efforce de justement suivre toutes les recommandations au niveau des normes sanitaires, au niveau des normes qui sont mises en place par le gouvernement, par la direction de la santé publique aussi. Donc, c'est ça, on a bien sûr tout notre protocole d'accueil, donc qui intègre justement le port du masque, les mesures aussi pour la désinfection des mains, la désinfection des surfaces. On a doté l'ensemble de nos équipes aussi de plexiglas pour pouvoir assurer une communication, parce que, comme je vous dis, il y a toujours l'enjeu aussi linguistique. Oui. Donc, pour éviter les barrières du port du masque, on permet justement aux gens de pouvoir enlever leur masque derrière un plexiglas en lien avec les intervenantes. On a aussi beaucoup d'activités qui ont été faites. C'est ça, dans la mesure du possible, on a repris des activités en mode hybride ou en mode présentiel. Donc, le mode hybride, c'était à la fois d'avoir des demi-groupes qui étaient présents sur les lieux pour favoriser la distanciation physique et une partie du groupe qui était à distance. Donc, on a fait effectivement beaucoup de cours à distance, donc en visioconférence. La plupart de nos activités collectives ont été poursuivies ou adaptées par rapport aux différents services de visioconférence qui étaient disponibles. On a maintenu les interventions, disons, les interventions individuelles en personne avec les mesures justement de protection, avec les équipements notamment et l'usage de plexiglas. Donc, c'est parmi les adaptations que l'on a connues au cours des derniers mois. On a aussi eu des services qui ont été plus spécialisés par rapport aux besoins de la COVID. Si je regarde, justement, je vous parlais des camps d'été que l'on offre normalement dans les parcs. À l'époque, on était en train de finir la planification de nos camps d'été. Les mesures du gouvernement ne permettaient pas d'avoir de rencontres entre les enfants, justement, à cette époque-là. Oui. Donc, on a dû revoir l'ensemble de nos activités pour cibler plus précisément des camps d'été linguistiques. Donc, on a en fait privilégié des petites classes de 7 personnes, donc vraiment avec une distanciation physique de 2 mètres, avec le port du masque, le port des visières aussi. Puis, on a axé plus sur l'aspect linguistique que sur l'aspect vraiment
de l'activité physique, de l'intégration. Donc, on a fait des cours, des camps d'été linguistiques pour favoriser l'usage du français, surtout pour beaucoup de familles immigrantes et d'enfants immigrants qui n'avaient pas eu nécessairement le soutien, l'adaptation par rapport à la francisation et aux classes d'accueil, étant donné que, dans le fond, les activités de l'école sont terminées au mois de mars aussi. Donc, on les a accompagnés dans leur processus pour qu'ils puissent avoir un renforcement au niveau de leur francisation puis leur maintien de leurs acquis. Et là, est-ce que ça vous amène un peu la situation actuelle à chercher à développer des nouveaux services en réponse peut-être à des nouveaux besoins dans la population immigrante? Oui, effectivement, c'est certain qu'on est toujours à l'écoute des besoins et on essaie de s'adapter à la situation. On a eu certains justement financements pour nous permettre de pouvoir adapter nos services pour pouvoir mieux répondre à la demande. C'est certain qu'en ce moment, au niveau des frontières, il n'y a pas beaucoup d'arrivées qui se font parce que justement les frontières sont fermées, mais on a quand même un besoin d'accompagnement au niveau linguistique, au niveau de l'accompagnement de nos usagers aussi à distance et même en présentiel. Donc, effectivement, il y a toute cette adaptation-là de services qui a aussi eu lieu. On a tâché justement de maintenir nos activités puis de les ajuster par rapport à la situation actuelle, de pouvoir aussi accompagner nos usagers à travers leurs différents besoins. Donc, c'est certain que ça a été une période d'achalandage et une période disons, de s'adapter, mais on a quand même été capable de justement répondre à la demande par rapport à tout ça. Et là, vous, à travers toutes vos différentes activités, est-ce que vous avez besoin de bénévoles au CARI pour accompagner les services? Effectivement, bon, on a quand même plusieurs bénévoles qui sont avec nous en temps régulier. C'est certain que pour le moment, avec les mesures en fait, qui se prolongent aussi au niveau du code, en fait, des mesures d'alerte maximale du code rouge au niveau de Montréal, on essaie le plus possible de se centrer sur l'équipe de travail, mais effectivement, avec la fin du confinement et les mesures, on est toujours disponible pour justement accueillir des personnes qui peuvent donner un coup de main, prêter main forte. On a plusieurs besoins, effectivement, pour l'accompagnement. Je le disais aussi par rapport aux besoins, il y avait aussi tous les aspects d'appel de courtoisie. Donc, plusieurs de nos usagers vivaient une certaine insécurité par rapport à la situation, juste le fait de pouvoir être présent, de pouvoir rejoindre ces familles-là qui étaient plus défavorisées, plus vulnérables, ça permettait aussi de faire ce lien-là. Donc, il y a tout ce volet-là social aussi où on travaille beaucoup avec des bénévoles pour nous aider dans nos différentes activités, pour dans le fond, établir différentes formes de formation. Donc, c'est ça, comme je vous dis, pour le moment, avec la situation actuelle, on préfère être plus à mode restreint, Oui. minimiser les contacts. Donc, toutes nos activités sont aussi à distance, mais effectivement, avec le retour, dans le fond, de la fin du confinement ou l'allègement des mesures sanitaires, effectivement, on est toujours disponible pour recueillir les bénévoles. Alors, si on va avoir plus d'informations sur le CARI, si on veut peut-être s'inscrire là, pour offrir notre aide, si on a quelques heures à offrir pour pouvoir accompagner donc les immigrants dans cette période un peu plus difficile, on peut aller sur votre site web, le cari.qc.ca, ou encore suivre votre page Facebook ou directement vous appeler au 514-748-2007. Certainement. Alors, Jocelyn Chouinard, directeur adjoint au CARI Saint-Laurent, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci à vous. Et maintenant, bien, moi, je vais rejoindre notre collaboratrice Marine Tardieu qui va nous en apprendre un peu davantage sur l'arrondissement de Saint-Laurent. Dis-nous donc, Marine, Saint-Laurent, c'est de toute évidence un arrondissement où il fait bon vivre, où on peut aller facilement y travailler. Oui, bonjour Marie-Michel. Effectivement, Saint-Laurent, c'est un arrondissement qui est déjà très bien situé au niveau géographique. Donc, il est entouré de la Chine-Ouest, de quartier-ville Bordeaux, ainsi que la ville de Montréal. Donc, déjà, ça, c'est vraiment bien pour les habitants du secteur. Il y a un transport en commun qui est très intéressant, très bien accessible et qui a beaucoup de possibilités pour les gens qui vivent dans le secteur. Ce qui est vraiment bien au niveau stratégique et quand même, c'est un secteur qui est peuplé, donc ce qui demande aussi beaucoup d'infrastructures pour ces gens qui vivent dans le secteur. Donc, on compte plus de 14 000 habitants qui vivent à Saint-Laurent. Et ce qui est très bien, c'est que Saint-Laurent, ils sont très choyés au niveau des loisirs, au niveau du sport, au niveau culturel. Parce qu'il y a beaucoup de parcs, justement. Il y a beaucoup de parcs, il y a 2 musées, il y a un complexe sportif, il y a beaucoup d'installations pour ces habitants-là. Il y a aussi 2 bibliothèques. Puis, vraiment, c'est très intéressant là-bas pour les gens qui y vivent.
Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est un secteur familial, c'est un secteur qui est en expansion, c'est un secteur qui accueille beaucoup de nouvelles familles avec de nouvelles constructions résidentielles. Mais malgré tout, ils ont quand même une difficulté financière pour les enfants. Donc, un enfant sur 3 vit dans une précarité dans cet arrondissement-là. Et c'est quand même égal au niveau de certains secteurs et certains quartiers à Saint-Laurent qui sont beaucoup plus pauvres. Alors, on dirait que c'est quand même égal au taux de pauvreté par rapport à Montréal. Donc, c'est quand même assez élevé, mais qu'on va vraiment retrouver dans des quartiers particuliers. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est le deuxième pôle le plus industriel et où il y a le plus de travailleurs dans l'île de Montréal. Après, justement, le centre-ville, on va retrouver 5 000 entreprises, il y a 107 000 travailleurs. Donc, ce qui fait que c'est un secteur qui bouge beaucoup. Un secteur où il y a beaucoup de travailleurs et c'est très intéressant aussi pour les gens qui y vivent parce qu'en même temps, il y a beaucoup d'opportunités d'emploi. Donc, c'est intéressant. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on a 2 gros cégeps. Alors, il y a le cégep Vanier, là, il y a le cégep Saint-Laurent, donc on a beaucoup d'étudiants. C'est quand même 13 000 étudiants qui vivent là-bas. Donc, c'est ça pour le secteur de Saint-Laurent. Si, par exemple, maintenant, on revient dans le cas du COVID, on a eu quand même, depuis le début du COVID, 1823 cas de personnes qui ont été infectées, ce qui est quand même plus faible à certains secteurs de l'île de Montréal, mais qui est quand même assez élevé. Et justement, là, si les gens ont besoin d'aller se faire tester, est-ce qu'il y a des centres de dépistage directement sur le territoire de Saint-Laurent? Oui, il y a. Alors, moi, j'ai relevé le CLSC de Saint-Laurent qui se trouve près du métro Sauvé. Ils font du dépistage, mais après ça, il y a d'autres cliniques qui sont dans les arrondissements avoisinants. Mais moi, je vous suggérerais d'appeler le numéro sans frais, le 514-644-4545 ou encore le numéro 1877-644-4545 pour avoir beaucoup plus d'informations sur les lieux de dépistage disponibles puisque ça change beaucoup. Donc, certaines fois, il y a des cliniques mobiles, mais qui ont certaines dates et certaines disponibilités. Et vous avez encore, pour ceux qui ont besoin d'un soutien psychologique, le 514-940-3300. Et pour ce qui est un peu des organismes communautaires qui peuvent venir en aide justement à la population plus vulnérable en ces temps difficiles. Oui, on a le Oasis de Saint-Laurent qui, eux, font vraiment du dépannage alimentaire. Donc, ils vont vraiment faire de la distribution de sacs de nourriture, périssables et non périssables. Donc, vraiment, eux, ils sont vraiment pour l'urgence alimentaire. Donc, c'est pour les gens qui sont à faible revenu, bien sûr, et qui ont besoin d'aide à ce niveau-là, surtout dans la période qu'on vit en ce moment. Donc, pour les contacter, vous pouvez appeler au 514-747-7621. Et voilà, ils desservent le secteur de Saint-Laurent. Puis, ce qu'on a aussi qui est très intéressant, c'est le Centre d'action bénévole et communautaire de Saint-Laurent. Ce qui est bien aussi, c'est qu'à partir de 12 ans, des gens peuvent se porter bénévoles pour aider les gens de la communauté. Donc, ils vont offrir des aides pour les courses, les accompagnements dans les transports, pour un rendez-vous médical, donc téléphone d'amitié, c'est-à-dire que vous pouvez appeler une ligne pour pouvoir parler. Il y a des popotes roulantes aussi. Puis, ils offrent un soutien pour les gens qui sont dans le deuil. Et étant donné la situation, c'est très bien pour les gens qui vivent dans le secteur et qui pourraient avoir des gens qui sont décédés justement pendant la période de la pandémie. Vous pouvez les contacter au 514-744 et 5511 et ils ont un site internet aussi, le centreabc.org. Donc, vous pouvez les communiquer avec eux de cette façon. Et pour ce qui en est un peu des activités, alors qu'on est encore confiné d'une façon ou d'une autre, est-ce qu'il y a des activités intéressantes à faire dans le territoire de Saint-Laurent ou peut-être en ligne?
Oui, alors on va avoir des activités beaucoup plus généralisées pour toute l'île de Montréal, mais ceci dit, on a la piscine du complexe Saint-Laurent qui est maintenant accessible, donc en baignade libre et pour faire de la nage également. Donc, il faut avoir un abonnement, par exemple, avec la piscine, une carte de la Bibli au loisir, puis vous pouvez aller réserver sur le site de Loisirs Montréal. Donc, vous aurez toutes les informations pour pouvoir vous inscrire, pour pouvoir bénéficier des bains libres. Ce qui est bien aussi parce que avec le confinement, on a besoin de bouger également, donc c'est très bien. On a les bibliothèques qui sont accessibles, bien sûr, avec des mesures sanitaires qu'il faut respecter, le port du masque, un nombre de personnes limité. Tous les services ne sont pas accessibles, bien sûr. On essaie d'éviter le contact, donc ça va être vraiment beaucoup plus dans les prêts ou en ligne. Ils encouragent beaucoup pour le prêt en ligne et la lecture en ligne également. Et ce qui est intéressant que j'ai pu relever, alors qui n'est pas nécessairement dans le secteur, mais le musée Armand Frappier, qui offre une activité pour les jeunes, donc les jeunes de 6 à 8 ans et de 9 à 13 ans. C'est des ateliers en direct, alors des vidéoconférences avec des animateurs scientifiques qui vont vraiment intéresser les jeunes ou faire découvrir les jeunes à partir de quiz et de petits exercices et de démonstrations sur les micro-organismes. Alors, ce qui peut être intéressant dans la période où on vit, pour permettre aux enfants de pouvoir comprendre c'est quoi un micro-organisme. C'est justement un être vivant qu'on ne voit pas. Donc, c'est très intéressant pour les jeunes et vous pouvez vous inscrire, vous pouvez aller sur justement le site de Musée Armand Frappier, justement, pour avoir plus d'informations sur le sujet. Bien, merci beaucoup, Marine, de nous avoir fait ce petit tour de Saint-Laurent. Et moi, je vous invite, pour en apprendre davantage sur l'arrondissement, à vous rendre sur tcftv.ca. On discute, entre autres, avec le maire Alan de Souza, ainsi qu'avec les responsables du centre ABC. Également, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter pour ne pas manquer les autres épisodes sur d'autres arrondissements montréalais.